parce que de toute façon, quand je vous parle, je n'arrive pas à lire. Donc, si vous avez une question à me poser ou si vous voulez m'interrompre, vous me faites un signe parce que je vous vois en photo, mais le chat, ça fait beaucoup trop d'infos sur un écran. Et en bonne TDA que je suis, s'il y a trop d'infos, ça va partir en cacahuète. Bon, bah, écoutez, pour celles qui ne me connaissent pas encore très bien, je vais me présenter un instant. Donc, je m'appelle Catherine Ribus, ça vous le savez. Je suis ostéopathe et j'ai été kiné avant d'être ostéopathe. Et pourquoi? Pour une raison simple, c'est que je fais partie de la génération qui ne pouvait pas avoir accès aux études d'ostéo en direct puisqu'il n'y avait pas encore d'école plein temps. Les formations en ostéopathie étaient entre guillemets réservées aux kinésithérapeutes. J'ai vu pendant mes études d'ostéo que j'ai fait donc en temps partiel avec après, j'ai vu apparaître les premières écoles plein temps. Je les ai vus se mettre en place. Voilà, ce qui vous donne une petite idée de mon âge globalement et ça ne se dit plus à ce stade-là, c'est terminé, c'est fini. À un moment, on ne dit plus son âge. Voilà et donc moi j'enseigne déjà depuis, une dizaine d'années exactement, pile poil. Cette année, ça fait 10 ans. J'ai commencé par enseigner d'abord, l'ostéopathie gynécologique parce que c'est un peu mon dada, c'est un peu, une grande passion pour moi, ces histoires de souffrance féminine, ces errances médicales avec des douleurs, gynéco. Voilà, inutile de vous dire que c'est un sujet qui est très controversé, mais j'en profite déjà pour vous dire que ce sera le prochain sujet de webinaire pour ceux qui sont intéressés, au moins de connaître tout ça, d'en parler, de casser les tabous, de poser des questions, et cetera, et cetera. Mais aujourd'hui, on va parler de pédiatrie parce que c'est ma deuxième grande passion. De soigner ces petites choses gigotantes et parfois hurlantes, pas si faciles que ça à choper, de vous raconter donc des choses qui sont plutôt, personnelles, c'est-à-dire un parcours qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui et où j'espère vous êtes peut-être déjà, où vous serez, heu, dans quelque temps. Je crois que j'enfonce des portes ouvertes. Ah, je vois Béné, hein, salut. J'enfonce des portes ouvertes en disant que l'ostéopathie est dans un drôle de virage actuellement, dans une drôle de situation. J'ai envie de dire globalement en difficulté depuis déjà, 1 an ou 2, mais là, ça s'est vraiment intensifié ces derniers mois. Donc je pense que vous avez vu un petit peu cette chasse aux sorcières qui est organisée un peu sur les réseaux, qui est organisée un peu partout. Ça va pas nous faciliter les choses en sachant que tout ça vient en plus dans un contexte économique difficile. Donc je ne sais pas si vous le ressentez déjà dans votre activité, si vous êtes déjà installé, si vous travaillez déjà en cabinet. Moi j'ai 28 ans d'exercice et pour la première fois, j'ai vu bon voilà, quand ça fait longtemps qu'on travaille, et qu'on s'est fait déjà, en quelque sorte une notoriété. Bon évidemment, je n'avais pas de souci pour remplir mon planning. J'ai plutôt, ce qui est compliqué en pédiatrie, j'ai plutôt 2 à 3 mois d'attente pour un rendez-vous, ce qui m'oblige à travailler avec d'autres ostéopathes parce qu'un bébé ne peut pas attendre 2 à 3 mois, c'est pas possible. Et bah, pour la première fois, j'ai vu arriver des trous dans mon emploi du temps, ce qui ne m'était pas arrivé depuis à peu près, 10 ou 15 ans. Donc je pense que voilà, je ne suis pas le comment dire? L'étalonnage de la santé de l'ostéopathie, mais quand même, quand on a l'habitude, d'avoir un cabinet avec une énorme clientèle et cetera, de voir tout à coup qu'il y a une baisse de fréquentation est quand même un avertisseur. Donc et puis je ne travaille pas seule, je travaille avec d'autres ostéopathes qui partagent avec moi les mêmes difficultés. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que je trouve que c'est déjà pas simple, de démarrer une activité en libéral, en ostéopathie puisque nous ne sommes pas, reconnus par la CPAM, parce que nous nous adressons à une clientèle qui généralement est plutôt privilégiée, et cetera, et cetera. Donc il faut un peu se battre pour, se faire reconnaître sur le marché et à cela s'ajoute le fait que les écoles, entre guillemets, «dégueulent» chaque année des centaines d'ostéopathes sur le marché et qu'on commence à être vraiment
très nombreux. Donc, voilà, moi j'ai été installée pendant 25 ans dans le 15e arrondissement où globalement on était dans le 15e une dizaine d'ostéopathes. De ce que j'ai cru voir aujourd'hui dans le 15e, je crois qu'ils sont à peu près 170, si ce n'est 200 ostéopathes dans le 15e ou peut-être plus. Ça fait un moment que je ne m'intéresse pas à ce genre de choses, mais voilà, ça m'est tombé dans l'oreille. Donc aujourd'hui, non seulement on a une crise économique, c'est pas facile de démarrer, on est nombreux, donc il y a un moment, va falloir vous c'est pour ça que je disais dans cette accroche sur Facebook et Insta, il va falloir vous démarquer et je vais essayer de vous donner quelques tips, quelques que ch ouais, c'est une façon de voir les choses, une façon de travailler qui va vous permettre, peut-être pas obligatoirement d'attirer des patients, ça c'est quelque chose de pas simple, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que quand ils viennent dans votre cabinet, de savoir, les fidéliser, faire en sorte parce que le meilleur entre guillemets «système de vente» reste et restera toujours le bouche à oreille. C'est-à-dire la qualité de votre travail et la possibilité, la capacité de vos patients à parler de vous et quand même une bonne nouvelle, c'est que quand on fait de la pédiatrie et bien, on reçoit autant de femmes que de bébés puisqu'ils viennent rarement tout seuls avec leurs petites pattes dans leur berceau. Ils sont accompagnés par maman et faut savoir que nous, les femmes, on a quand même une particularité. Je ne sais pas si c'est une une qualité ou un défaut. On va dire que c'est une qualité, c'est que nous parlons. Nous parlons beaucoup et nous partageons. Nous partageons, avec, nos amis. Donc je dis, j'aime bien parce que ça rime en plus, les copines, les frangines, les cousines, les voisines. Voilà, quand on est content de quelque chose, on partage. Et les mamans, quand elles sont contentes de ce qui s'est passé, avec vous dans votre cabinet, la façon dont vous les avez accueillis, hem, fait que généralement, elles vous gardent en mémoire et elles vont parler de vous, que ça soit au square en allant promener leur bébé, voilà, partout où il y a possibilité d'échanger, même dans les PMI et cetera. Là, aujourd'hui, les PMI nous envoient du monde parce que les mamans sont venues en disant: «J'ai été soignée par tel ostéopathe qui est dans le coin». Je vous conseille d'aller d'ailleurs voir les PMI dans votre quartier. Ce sont généralement, infirmières, puéricultrices, sages-femmes qui sont dans les PMI sont généralement assez pro ostéopathie. Excusez-moi un instant, j'ai allumé une bougie qui me tue le nez. Elle est trop forte. Elle me tue. Donc voilà, ouais, comment perdre le fil? Et bien sûr, ça fume maintenant, donc c'est insupportable. Hem Donc voilà, je reviens à ce partage d'expérience et ce que je voudrais vous raconter, c'est vraiment, et je suis désolée si des fois vous aurez l'impression que j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est vraiment des points que je jugeais importants et c'est je pense que si on m'avait expliqué ça dès le démarrage, les choses auraient été beaucoup plus rapides et beaucoup plus fluides. Pourquoi je dis dès le démarrage? Parce que, j'ai commencé ma carrière alors voilà, pour celles qui le savent, déjà j'ai, une entre guillemets «carrière», dans cette émission de télévision qui aujourd'hui s'appelle La Maison des maternelles, qui s'appelait avant Les maternelles. Le hasard de la vie, parce que c'est vraiment du hasard, hein, moi j'ai commencé ma carrière, d'ostéopathe, je devais avoir, pas tout à fait 30 ans et j'ai l'air comme ça très à l'aise quand je m'exprime parce qu'avec le temps j'ai acquis cette aisance mais je crois que j'ai été comme n'importe quel, thérapeute, ou jeune professionnel qui s'installe, bien avant c'est pour ça que je mets sur ce PowerPoint, bien avant la maison des maternelles et ben, j'ai été comme vous, j'ai été formée de la même façon que vous, c'est-à-dire qu'on m'a donné les bases dans les écoles et encore voilà, je ne sais plus très bien où on en est de l'enseignement de la pédiatrie aujourd'hui dans les écoles. J'ai l'impression que c'est un grand flou artistique. Mais voilà, moi je me souviens très bien quand j'ai commencé, je n'étais pas encore dans l'émission de la maison des maternelles. C'est arrivé 6 ans après que je m'installe. Donc j'ai connu cette période comme vous avez pu la connaître ou comme vous la connaissez aujourd'hui, qui est qu'on arrive avec un bagage théorique, on n'a pas obligatoirement eu la possibilité de réellement s'entraîner avec des bébés et moi je sais, je me souviens que j'étais honnêtement très, très démunie face à ces petites choses que, à aucun moment dans mes cours on m'a donné un truc structuré, c'est-à-dire par quoi il faut commencer, comment on aborde les choses.
J'avoue que j'ai eu l'impression terrible pendant longtemps, non seulement de bricoler un petit peu et puis de me confronter à des échecs. Dire, ce qu'on m'avait appris, fait que je ne voyais pas les plagiocéphalies s'améliorer réellement. J'avais l'impression que c'était plus de l'ordre du hasard. Je n'avais pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Ce qui, je ne sais pas si vous avez, parce que c'est malheureusement quelque chose de très, très courant chez les ostéopathes, c'est-à-dire le sentiment d'illégitimité. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est dû à notre profession et je pense que oui, le fait qu'on soit, même si les choses ont beaucoup évolué, la reconnaissance, elle est encore très moyenne, c'est-à-dire, essayez n'importe quel dîner mondain et dites: «Vous êtes ostéopathe» et vous avez une personne sur 2 qui va réagir un peu en mode, «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Alors pour peu qu'il y ait des médicaux à table, alors là, c'est, «Attends, c'est quoi ton truc là?» Bon voilà, ce que vous ne vivrez pas si vous annoncez que vous êtes kinésithérapeute. On dira: «Ah bah oui, elle est kinésithérapeute», mais ostéopathe, ça reste encore un peu, même si ça a énormément évolué, et dans le bon sens, ça reste quand même quelque chose où je trouve que les jeunes professionnels, quand ils s'installent, n'ont pas cette assurance que peut avoir un jeune médecin, un jeune kiné, une jeune, bon, jeune infirmière au début, on met longtemps avant de c'était mon premier métier, on met longtemps avant d'acquérir une certaine confiance dans nos gestes. On a faisait un peu la panique au démarrage. Oui, j'étais infirmière parce que j'ai tâtonné avant de trouver la bonne blouse blanche et voilà, j'ai commencé par ça. Je me suis vite aperçue que c'était pas la bonne et en regardant travailler les kinés à l'hôpital de Garches où j'ai été formée, je me suis aperçue que ce travail entre guillemets en one to one avec les patients me convenait mieux et dans la même période, je crois, parce que maintenant, excusez-moi, ça va bientôt faire 30 ans, donc vous le verrez dans quelques années, il y a un truc qui s'appelle la ménopause et avec la ménopause, le premier truc qui morfle, c'est votre mémoire. Donc donc de savoir exactement à quel moment je me suis passionnée pour l'ostéopathie, tout ce que je sais, c'est que je n'avais jamais vu un ostéopathe de ma vie et que j'ai lu le livre des sœurs Issartel sur l'ostéopathie exactement et que là, ça a été le flaf, le coup de cœur, le coup de le flash intellectuel en me disant: «Voilà, ça me parle, cette discipline qui est plus subtile que la kinésithérapie, et dans lequel, on tient compte autant du psychique que du physique. On ne sépare pas les choses, on sait que l'un influence sur l'autre, que tout le corps est relié. Voilà, j'ai senti en lisant ce livre que waouh, il se passait quelque chose et que je voulais faire ça, mais il fallait que je passe par les études de kiné pour y arriver. Donc et bram, j'ai rempilé pour 3 ans de kiné avant, de pouvoir commencer les études d'ostéo. Donc voilà, pour revenir sur cette histoire de légitimité, je pense en effet que dans les choses qui nous freinent beaucoup au démarrage de ce développement, c'est ce petit sentiment d'imposture que beaucoup de professionnels ont. Est-ce que ça vous parle, le sentiment d'imposture? Faites-moi oui ou non avec la tête. C'est oui, il y a beaucoup de oui. Et je ne suis pas ni psychologue ni sociologue, donc je ne peux pas vous faire une étude sur pourquoi on démarre nos vies professionnelles avec ça. Mais le fait est que c'est extrêmement courant et que je le vois chez les stagiaires quand vous venez et je le vois aussi après à l'association dont je vous parlerai plus tard. Donc démarrer, une carrière avec ce sentiment de pas être très bien armé, on n'est pas sûr qu'on a notre place et cetera, ça n'aide en rien. Et j'ai commencé exactement comme vous, puisque j'étais une totale inconnue, au bataillon et pour en rajouter une couche quand même que vous, une difficulté que vous n'avez pas, c'est que moi j'ai commencé en 96 au moment où l'ostéopathie n'était pas reconnue. Donc interdiction de mettre une plaque dans la rue en marqué ostéopathe, pas de Doctolib, pas de non, on l'a joué discret parce qu'on avait encore peur du procès à ce moment-là. Même si on savait que les procès, c'était, on était plus de l'ordre de l'euro symbolique que si jamais il y avait procès. Mais en même temps, mettre une plaque dans la rue, c'était pratiquement l'assurance de se retrouver avec tous les médecins du coin et surtout les rhumatos qui vous tombaient dessus et qui risquaient de vous faire la misère. Donc, on l'a joué discret, donc ça ne pouvait être que du bouche à oreille. Pas question d'aller faire du porte-à-porte chez les médecins, dans les pharmacies, dans les BMI. On ne peut pas dire qu'on se planquait, mais on était discret. Donc, c'était une difficulté supplémentaire et je l'ai vécu pendant 6 ans jusqu'au jour où cette aventure des maternelles commence.
Voilà, je vous dis, c'est un hasard de vie où j'avais fait avec cette journaliste alors que j'étais kiné. Elle était venue m'avait demandé parce qu'on avait développé un système d'urgence, kiné respiratoire sur Paris avec un copain et elle travaillait pour un magazine qui s'appelle peut-être toujours, je ne sais pas s'il existe encore, Family Magazine, sur la kiné respiratoire des bébés. On avait discuté, je lui avais dit que je venais de finir mes études d'ostéo, que voilà, je m'intéressais à la pédiatrie et aux problèmes de femmes, et elle l'a mis dans un coin de son oreille. Et 6 ans plus tard, au moment où commence l'émission Les Maternelles, elle travaille pour les maternelles et elle me recontacte à ce moment-là pour me demander: est-ce que ça vous dit de parler d'ostéopathie pédiatrique dans l'émission? Bon, je ne vous décris pas le nœud au bide que ça vous fait quand on vous demande ce genre de choses. Aujourd'hui, je sais quand on voit ma façon de parler en zubolant, elle a peur de rien, que nenni. Si un jour vous tombez sur une vidéo de moi dans les premières, d'abord vous verrez qu'en effet, j'étais pas la même. Mais surtout, j'ai rien qui bouge sur le visage. Vous voyez, c'était comme ça, là, comme ça, j'étais botoxée, parce que j'avais le trac. C'était horrible, c'était horrible, le trac. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller sur un plateau de télévision, mais c'est affreux! C'est affreux de voir parce que sur l'écran, vous voyez 2 personnes qui se parlent, mais en fait, tout autour, il y a des caméras, des preneurs de son qui vous font des signes, genre: «Non, regarde plutôt par là, regarde par là», et oh là 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 là, c'était terrible au démarrage. J'ai fait ça pendant 15 ans, donc c'est vrai qu'au bout de 15 ans, je me suis habituée et que voilà, il y a eu un moment où ça y est, je n'étais plus dans ces stress terribles. Voilà, à force de parler d'ostéopathie, 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 ben voilà. Donc bon, c'était quand même très théorique et j'avais un peu leur «profil» entre guillemets, idéal dans le sens où je venais d'avoir mon premier enfant, donc pour eux, j'avais 38 ans, moi j'ai pas eu mes enfants très tôt. Donc je n'étais pas trop jeune pour, parler d'ostéopathie. J'étais une maman et j'étais déjà installée depuis quelques années, donc en quelque sorte, j'avais le bon CV. Et voilà, et cette aventure a duré longtemps. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à la limite, vous pouvez me dire: «Qu'est-ce que vous en avez à péter de tout ça?» C'est pas ça que je vais vous proposer pour développer votre clientèle. Je vais pas tout vous proposer d'aller aux maternelles. Mais ce que j'ai compris, au bout de quelques années, là encore, je vous raconte une histoire vraiment perso. Quand je me suis installée comme ostéopathe, j'ai quitté mon cabinet de kiné, j'ai ouvert un cabinet d'ostéo. J'étais avec 2 ostéopathes qui étaient 2 collègues de promo. Quoi, un était collègue de promo et une amie de longue date, mais on avait fait nos études au même moment, on avait fini ensemble et on s'installe dans le même cabinet pour partager les frais. Et au bout d'un an ou 2, force était de constater que ma clientèle se développait un petit peu plus vite. Alors, je ne pense pas que ça soit une histoire de physique, parce que les mamans se contrefoutent de ma blonditude. Je pense même que ce serait plutôt quelque chose qui pourrait jouer contre nous avec les femmes, parce qu'on est quand même un monde de femmes, c'est un monde pas facile. Mais voilà, et souvent on échangeait, on en parlait, et je n'avais aucun doute sur leurs compétences, d'ostéopathe. Je savais comment ils travaillaient, et donc ça n'était pas une histoire de compétences, et je ne savais pas très bien à quel niveau ça se jouait. Je Voilà, c'était juste pour vous dire que j'ai commencé à me poser les questions très tôt. Qu'est-ce qui fait que des cabinets font ça et puis d'autres c'est plus lent, puis d'autres, et grâce à cette émission, c'est pour ça que je vous parle de cette émission, j'ai réalisé certaines choses, heu et ça m'amène au premier conseil que je voulais vous donner, si j'arrive à faire défiler ce PowerPoint. C'est que le premier conseil vraiment que je voulais vous donner quand vous faites de la pédiatrie, c'est de vous occuper autant de la mère ou du père quand il a, mais honnêtement, c'est plutôt la maman parce que c'est elle qui a porté, c'est elle qui a accouché, c'est elle qui a des hormones qui s'effondrent, c'est elle qui des fois se réveille 3 ou 4 fois la nuit pour donner le sein. Je ne veux pas, dénigrer l'implication des papas, mais on joue pas dans la même cour à ce moment-là. On n'encaisse pas la même fatigue et le même délire. Heu et quand je vous dis: «Occupez-vous autant de la mère que du père», que surtout tenez vraiment compte de cette histoire de binôme. Pour être un peu plus précis, heu et c'est dommage de passer à côté, pour on va simplifier. Dans le PowerPoint, je vous donne un exemple et là, vous allez tout comprendre.
Rien de mieux qu'un exemple. Si vous faites de la pédiatrie, vous connaissez les grands motifs de consultation. Et honnêtement, moi, je fais de l'ostéopathie de ville, comme on dit, comme des médecins disent, font de la médecine de ville. Je ne travaille pas en service hospitalier à Necker avec des enfants qui ont des maladies rares et des choses très compliquées. J'ai comme motif de consultation les choses les plus banales qui existent dans le monde de la pédiatrie, c'est-à-dire dans les 3 premiers mois, par exemple, c'est l'exemple que j'ai choisi, les troubles digestifs. Évidemment, il y aura d'autres choses, mais voilà, pour illustrer cette histoire de prise en charge de la mère aussi importante que de la prise en charge du bébé. Les troubles digestifs fonctionnels, puisque c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on part, voilà, on a admis aujourd'hui que dans ces 3 premiers mois, pratiquement tous les bébés sont confrontés à des histoires de reflux, de régurgitation, de gaz, de mal au ventre, etc. Qu'est-ce que c'est cette histoire de troubles digestifs? C'est une histoire de SMA. C'est une histoire de système neurovégétatif qui n'est pas encore mature, qui est encore un peu voilà, c'est comme un chef d'orchestre qui n'a pas encore bien en main son orchestre et au moment où il faut faire, allez, un peu, là on va faire du parasympathique, là on va faire du sympathique, non, là, là, il se mélange un peu les pinceaux et, et ça donne un truc un peu désordonné, ce qui explique. Alors, c'est pas la seule immaturité qui amène aux troubles digestifs. On sait qu'on a une immaturité du microbiote, on a une immaturité des enzymes pancréatiques, on a une immaturité de la forme de l'estomac qui n'a pas encore son système anti-reflux naturel. Il est encore dans un mode, c'est une chaussette, hein, c'est une chaussette. Vous lui mettez la tête en bas, ça lui ressort par le nez. Donc voilà, tout ça va se mettre en place. C'est pour ça qu'on voit une franche amélioration spontanée passer les 3 premiers mois. Dire maintenant, ceux qui viennent nous voir en cabinet, ce n'est pas ceux qui vous repeignent un tout petit peu le bavoir une fois de temps en temps. C'est ceux que les mamans disent, il pleure tout le temps, il pleure trop, il fait des crises abominables le soir, je ne sais pas comment le calmer, tous les soirs, et puis c'est pas 20 minutes, ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures, et ben il faut le bercer, il faut le garder dans les bras, ça met un temps fou à se calmer, j'arrive pas à savoir si c'est du reflux, si c'est de la colique, je ne peux pas le poser dans son lit, il ne veut pas. Et d'ailleurs, il ne dort que sur moi. Et ça, c'est ceux-là qui viennent nous voir en détresse. Les autres, bon, ok, il fait des proutes, ok, ça récurgite un peu, des fois ça fait un peu de bruit, mais c'est pas méchant. Donc, voilà, c'est pour ça que l'histoire de troubles digestifs, c'est vraiment, il y a un curseur à regarder. Alexandra était en stage, donc elle sait que je parle de ce curseur où ça peut être du très très minime, passer par du moyen chiant, c'est-à-dire que vraiment il n'est pas très bien, jusqu'aux pathologies graves où en fait ces régurgitations, ce reflux va vraiment dépasser le stade de la simple œsophagite et va évoluer vers l'ulcération de l'œsophage, etc., etc. Et là, on est dans du pathologique méchant. Donc voilà, ceux qui viennent nous voir sont ceux qui sont au milieu. Et pour garder cet exemple, pour vous montrer cette histoire de cercle vicieux, c'est que donc ce bébé qui a mal, ce bébé va pleurer, et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une réaction émotionnelle de sa mère, obligatoirement. Je ne sais pas si l'une d'entre vous a déjà des enfants, mais il y a un truc terrible qui s'appelle l'ocytocine, qui fait que on est branché en Wi-Fi avec nos bébés, en une espèce de symbiose avec nos bébés, qui nous donne des réactions émotionnelles, même des fois totalement disproportionnées. Et c'est normal. Voilà, la nature nous a programmés pour qu'on soit les méga protecteurs de notre progéniture. Pour, dans la nature, qu'on ne laisse aucune bête sauvage s'approcher et manger notre petit. Hein. Mm. Donc la réaction émotionnelle, elle est toujours la même. Face à une crise de bébé le soir, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, voilà, la maman, les 4 émotions qui sont les plus fréquentes, c'est le doute. Est-ce qu'éventuellement j'ai mal fait quelque chose? Est-ce que j'avais pas la bonne position pour lui donner le sein? Est-ce que pas la bonne position de biberon? Est-ce que j'aurais dû le changer, mais j'ai pas changé assez vite? Est-ce que j'ai donné le sein, peut-être que j'ai mangé quelque chose qu'il fallait pas et ça lui fait mal au ventre? Voilà, on est dans un, c'est voilà, ce qui va nous amener généralement, la deuxième émotion la plus courante, c'est la culpabilité. C'est bon, ça doit être de ma faute. J'ai merdé quelque part, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas et mon bébé va pas bien. Et attention, hein, la peur, ça peut les amener jusqu'à aller aux urgences à 11 heures du soir, alors que c'était qu'une crise de colique.
Et le dernier sentiment aussi qui est terrible, qui verrouille tout, c'est ce sentiment d'impuissance qu'ont les mamans face à cette douleur qu'elles ne peuvent pas soulager chez les bébés. Donc, vous voyez, un florilège d'émotions qui nous met en énergie très, très basse. Et si on part du principe que cette maman, elle est reliée, elle est branchée en Wi-Fi avec ce bébé, eh ben, obligatoirement, son stress ne va pas arranger celui du bébé qui lui sent. Il pressent que maman est en stress, qu'est-ce qui se passe? Déjà, j'ai mal au ventre, mais je vois qu'elle est stressée, ça doit peut-être être grave. Voilà, je mets des mots sur un truc qui évidemment ne représente pas des mots dans la tête de ce bébé, mais une chose est sûre, c'est que ça favorise le maintien, voire l'aggravation de son trouble digestif, puisque c'est du SNA et que le SNA va être sensible au stress neurologique, au stress du bébé et va aggraver. Vous avez peut-être tous vécu un jour, une fois dans votre vie, le fait d'avoir eu une très mauvaise nouvelle, une contrariété, et tout à coup, votre bide il part en vrille. Soit vous allez vous vider aux toilettes, il y a une accélération du transit, soit vous faites une crise d'aérophagie. Même adulte, ça nous arrive. Alors, chez ce bébé qui a un SNA totalement immature et hyper réactif, bram, ça part tout de suite en cacahuète dès qu'il a cette émotion. Et malheureusement, voilà, alors évidemment, je ne vais pas dire à la maman, vous savez, si ça prend ces proportions-là, peut-être que vous y êtes pour quelque chose. Oh! Je ne vais pas appuyer sur le bouton culpabilité qui s'est généralement mis en place dès le début de la grossesse, hein, je vous signale, hein. Dès le début de la grossesse, on lui a c'est: «J'ai trop travaillé, j'aurais dû me reposer plus, j'ai pas mangé ce qu'il fallait, donc si j'ai été trop stressée pendant ma grossesse, il va pas bien, c'est de ma faute». Voilà, c'est le sport et puis bon, sachant que comme on reste une maman toute notre vie, bon, c'est la culpabilité, ça reste un truc actionné toute notre vie. Je vous le promets, j'ai 2 enfants et chez moi, il est pas mal ce bouton, il est pas mal du tout. Pour vous donner la suite, comment passer en cercle vertueux? Et c'est là où on retombe sur mon premier conseil. C'est que cette maman donc qui est branchée en Wi-Fi avec son bébé, si vous prenez le temps et c'est un peu de temps et d'investissement. Si vous prenez le temps de lui expliquer qu'est-ce qui se passe dans le corps de son bébé et c'est là où cette émission des maternelles m'a vraiment beaucoup appris, c'est que, j'ai appris à vulgariser les choses parce qu'une maman, elle se contrefout du terme système neurovégétatif, et cetera, enzymes pancréatiques, bon, microbiote, maintenant ils ont tous un peu saisi. Ça sert à rien de rentrer là-dedans. Il faut lui expliquer plus clairement et j'avoue que d'avoir fait cet exercice pendant des années dans cette émission fait que, évidemment alors, est-ce que c'est parce que j'ai fait l'exercice que j'ai été capable de le montrer aux mamans? Est-ce que c'est parce que j'avais déjà le pli d'expliquer aux mamans que je pouvais facilement le faire dans l'émission? Honnêtement, j'en sais rien. Les 2 se tiennent. Mais une chose est sûre, c'est que c'est la raison pour laquelle ils m'ont demandé pendant 15 ans je vous promets, il y a pas de flagornerie de ma part, c'est qu'à un moment, parce que bon, c'était quand même un peu fatigant, hein, l'émission. Ça revenait très, très souvent. Il faut être à 7h moins le quart du matin dans un studio. Moi, je ne suis pas du tout matinale, donc la tronche en vrac. Attendre je ne sais pas combien de temps de passer sur le plateau, de repartir. Ça me mangeait une matinée quasiment à chaque fois, plus le coup de stress. Bon, il y a un moment où, OK, ça a donné une notoriété, mais j'étais un peu fatiguée et j'avais sympathisé avec une des présentatrices et je lui avais dit, c'était la première. Moi j'ai connu toutes les présentatrices, hein. J'ai connu Maïtena, j'ai connu, Julie Vignali, Karine Le Marchand, Burki, qui est-ce qu'il y avait de Elisabeth Chungui qui était chouette aussi. Voilà, jusqu'au moment où c'est devenu la maison des maternelles, celui dont je changeais de boîte de production et c'est Agathe Le Caron maintenant. Donc, j'ai vu les différentes ambiances et dans la première mouture qui s'appelait Les maternelles, il y en a une qui est restée quasiment à chaque fois, même si les présentatrices principales changeaient, elle restait, c'était Nathalie Le Breton. C'était une brune aux cheveux courts qui présentait souvent les livres et qui co-animait, avec Maïtena, qui au passage était quand même une drôlitude incroyable. C'était vraiment un plaisir de travailler avec elle. On s'est tapé des barres quand même sévères. Et un jour, ouais, j'ai quasiment soigné toute l'équipe, hein. Je discute avec Nathalie, puis un jour, je lui dis: «Écoute Nat, comment ça se fait qu'ils me demandent tout le temps à moi?» parce que moi, je vois qu'il y avait d'autres professionnels qui étaient intervenants. Il y avait une sage-femme, une puéricultrice, hein, puis ça changeait quand même tous les ans, tous les 2 ans. Je fais: «Moi, ça fait 15 ans», je dis: «Mais vous avez personne d'autre sous la main?» Elle m'a dit: «Si, si, 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 on a essayé», j'ai dit: «Ah bon et alors?» Elle me fait: «Bah, ça l'a pas fait». Bon, OK, ça l'a pas fait et un jour elle m'en a montré un. Elle m'a dit: «Écoute, tiens, je te donne le replay de d'un et tu vas comprendre».
heu, je ne citerai pas qui c'est un ostéopathe qui est connu, qui est extrêmement compétent et cetera. Mais en l'écoutant, en le regardant, j'ai compris. En fait, c'est c'était super compliqué ce qu'il expliquait. Ah, c'était chiadé, hein, ça faisait très intelligent. Ça faisait très, on est des gens, on est des professionnels de santé, hein, quand même, on fait pas n'importe quoi. Ouais, d'accord, mais en attendant, c'était imbitable. Pour une maman, c'était imbitable. J'ai l'impression qu'il parlait aux autres ostéopathes, il parlait pas aux mamans et elles, les mamans, les histoires de dure-mère, de suture, de machin, rien à péter. C'était, et la vulgarisation, c'est compliqué parce que si on vulgarise, si on simplifie trop, ça devient faux et en même temps, il faut pas voilà, faut trouver ce juste milieu et c'est quelque chose que j'espère j'arrive à vous transmettre un peu dans les formations en pédiatrie, c'est de parce que j'adore les images à 2 balles et que je vous conseille d'utiliser, avec les mamans, elles comprennent, très, très bien. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais cette capacité à vulgariser et que ça m'a servi avec les mamans. Donc je reviens à cette maman, à partir du moment où vous prenez le temps, déjà, premièrement, de vous intéresser à elle. Mais vraiment, dire, décollez vos yeux de votre ordinateur où vous prenez des notes. C'est un truc terrible de parler de quelque chose qui émotionnellement est chargé, parce que c'est peut-être une grossesse pas facile, c'est peut-être un accouchement qui a été difficile et cetera et puis nous, on est là, on prend des notes, tac, 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 tac. On vous a appris ça dans les écoles, d'être très, anamnèse, ba 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 ba. J'ai envie de dire: lâchez ça, regardez-la dans les yeux. Regardez-la vraiment et intéressez-vous vraiment à elle. Moi, je tourne comme je suis de travers sur mon bureau, je tourne mon fauteuil et je les regarde. Je suis en face d'elle et je prends pas de notes. Et ce sera jamais trop tard à la fin de la consultation de prendre des notes où vous retiendrez les 4, 5 points clés importants et que tout le reste, péri, pas péri, machin, on s'en fout. C'est, l'important, c'est vraiment comment ça s'est passé, quelle émotion est restée, quels dégâts éventuellement chez la maman, est-ce que ça a été long, pas long, est-ce que ce bébé a souffert, et cetera. Mais ça va prendre 5 à 6 phrases maximum et vous pouvez parfaitement le faire à la fin, au moment où elle s'occupe de son bébé pour le rhabiller, vous préparez la facture, vous sortez un document, tac, 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 vous prenez les points clés. Restez connecté à elle. Voilà. Enfin, il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui l'écoute, il y a quelqu'un qui s'intéresse réellement à elle, qui va lui demander: «Comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu cet accouchement?» «C'est bien». Ils vous disent tous: «Oh, ça s'est bien passé». «Vraiment? Combien d'heures? Pas d'épisio?» «Ah bah si, pas d'instruments?» «Ah bah si, 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 il y a eu les» «Ah bah c'était pas si simple que ça s'il y a eu des instruments». Et voilà, de lui permettre de prendre conscience que ça n'a pas été un moment facile. Et après, voilà, comment va ce bébé? Comment vous réagissez face à ça? Et nin nin voilà, prenez l'histoire, créez de la connexion, créez du lien, une alliance thérapeutique avec cette maman. Pour revenir à ma démonstration, si vous prenez le temps non seulement de vous intéresser à elle, mais surtout de lui expliquer ce qui se passe dans le corps de son bébé, vous allez l'apaiser et surtout, concrètement, en lui expliquant, vous allez lui donner les moyens de faire face à la crise. C'est ce que, Alexandra, tu le sais, je fais dans les PDF, je vous montre comment masser le ventre d'un bébé, quelle est la bonne façon, les bons conseils à donner, le portage, le couchage, qu'est-ce qu'on peut lui donner pour soulager son ventre. Voilà, il y a des tas de choses, une caisse à outils complète que vous pouvez lui donner pour soulager les coliques de ce bébé. Et c'est pas du fake, c'est pas là le petit frotti-frotta. Des fois, elle dit: «Oui, je lui masse un peu le ventre là», dans les sens des aiguilles d'une montre, hein, ouais, on s'en fout, on s'en fout. Vous dire le massage du ventre d'un bébé, c'est la stimulation de son SNA, de son parasympathique, que ça soit dans le sens on s'en cogne. L'important, c'est de casser les bulles d'air quand on malaxe le ventre d'un bébé pour qu'elle soit plus petite et qu'elle fasse moins mal quand elle passe dans les virages, mais surtout, ça stimule ce SNA pour que ce système digestif se mette en route de façon plus efficace. Donc, vous allez lui apprendre, vous allez l'écouter, vous allez lui apprendre les gestes simples parce que c'est un quotidien pour elle. Vous, c'est une séance qui va sûrement améliorer ce bébé. Vous allez faire votre job avec le bébé. On n'est pas juste des distributeurs de conseils, mais vous avez besoin qu'elle participe, à cette aventure et le grand avantage de lui donner, non seulement vous allez faire on ne perd pas de vue qu'on est là pour soigner ce bébé, mais surtout vous allez lui redonner confiance. Dire le fait de lui donner les moyens de soulager, tout à coup, elle va non seulement reprendre confiance, mais vous allez lui rendre son pouvoir, ce fameux sentiment d'impuissance terrible qui augmente le stress. Donc cette maman, elle va être
beaucoup plus cool, elle va se sentir beaucoup moins puissante, beaucoup plus apaisée et comme elle est branchée en Wi-Fi sur ce bébé aura plus de facilité à descendre en intensité et à se calmer. Il y aura pas le stress de la mère en plus de sa crise de colique. J'aime beaucoup l'image que donne, l'image que donne, Charlotte, ma coformatrice dans ses stages, de pédia ou les stages, sur les troubles de la succion. Elle dit: «Les mamans, c'est comme les hôtesses de l'air, il faut qu'elles continuent à servir le jus d'orange». C'est, vous allez me dire quel est le rapport? C'est que si vous avez pris l'avion, vous savez qu'il peut y avoir des turbulences terribles dans un avion et que, pour celles qui auraient, on peut fouetter un petit peu. Si l'hôtesse de l'air continue tranquillement avec son petit chariot à servir les boissons, à servir le jus d'orange, elle sait que tout va bien. Ce sont des petites turbulences, il y a pas de quoi. Mais quand ça commence à bastonner, si vous voyez l'hôtesse de l'air ranger le chariot et commencer à s'attacher, c'est que ça va bastonner sévère, hein. Donc on dit aux mamans: «Continuez à être l'hôtesse de l'air qui sert le jus d'orange». Si votre bébé sent que vous êtes toujours dans la même routine, vous le bercez, vous le portez, vous lui chantez des chansons et vous le faites sincèrement parce que votre ostéopathe, l'ostéopathe l'a rassurée, lui a bien expliqué que ça n'était pas quelque chose qui allait atterrir aux urgences à l'hôpital et elle peut sincèrement faire les choses en étant cool. C'est pas du fake parce que ce qu'on dégage à ce moment-là est important. C'est pas juste de faire semblant, genre, on n'est pas au théâtre. C'est réellement, elle est apaisée, elle peut faire ses gestes simples et le bébé, il capte qu'on reste dans une routine cool. Voilà ce 1er conseil que je voulais vous donner et ce qui va nous amener au 2e conseil qui est lié à ce premier conseil d'aider cette maman, de s'intéresser à cette maman, c'est que ça nous amène au 2e conseil, c'est que dans les prises en charge des bébés, vous aurez besoin de la totale adhésion des parents à votre traitement. C'est hyper important. Il faut qu'ils aient confiance en vous. C'est, parce qu'il y a ce que vous allez faire dans la séance et il y a les conseils, les recommandations que vous allez donner, comme par exemple ce massage du ventre et la façon dont qu'il faut le faire. Et si, voilà, il faut qu'elles sentent que vous êtes l'expert, hein, que vous savez, ça demande peut-être à, hem, développer une certaine assurance. Pour vous expliquer cette notion de totale adhésion, je vous prends le 2e exemple évidemment parce que moi j'aime les choses concrètes. Je ne suis pas là dans la théorie philosophique de l'ostéopathie, c'est vraiment du vécu, du quotidien. Et ben l'exemple, le 2e grand motif de consultation, c'est les déformations crâniennes, la plagiocéphalie, la brachycéphalie. Quand vous êtes face à une maman qui arrive et qui souvent alors là, l'enfant souvent malheureusement est dans les cas les moins sympathiques, il a déjà 4, 5 mois, ce qui veut dire que ça va être une course à la montre pour récupérer le crâne de ce bébé, puisque vous savez que le maximum encore, bah, entre 0 et 3 mois, très grande malléabilité et donc capacité de récupération. Entre 3 et 6, ça reste encore intéressant, mais passé 6 mois, ça va être plus compliqué. Donc et malheureusement, quand elles se sont pas fait confiance, c'est souvent 4, 5, 6 mois qu'elles arrivent parce que, bah, jusque-là, le pédiatre lui a dit: «Mais non, vous inquiétez pas, ça va se remettre tout seul, machin». Jusqu'au moment où elles disent: «Non, non, là, c'est pas possible, ça s'aggrave, c'est de plus en plus moche» et elles finissent par se dire: «Non, non, j'emmène chez l'ostéopathe». Déjà, il va falloir que vous preniez du temps de lui expliquer les mécanismes de cette déformation. Comment c'est arrivé? Parce que oui, ça a pu commencer à se former en intra-utérin, ce qu'on appelle les empreintes, plagiocéphaliques ou brachycéphaliques, c'est-à-dire comment ce bébé s'est positionné en intra-utérin, comment cette grossesse s'est vécue, est-ce qu'il y a eu des contractions, pas de contractions? Les mamans vous disent de toute façon, quand ce bébé, il a grandi dans une valise, elles vous disent: «Je le portais très bas, il poussait». Voilà, c'est un bébé qui n'a pas eu tout l'espace. C'est pour ça que pour moi, je suis une passionnée de gynéco parce que généralement je dis toujours en pédia, le la 1re séance d'ostéopathie d'un bébé, ça devrait être de traiter sa mère pendant la grossesse, surtout quand elle a un inconfort lombaire, bassin, contraction. Tout ça montre que cet utérus a du mal à se déployer, il a du mal à s'ascensionner et ce bébé, bah, il grandit là-dedans et à un moment, bram, il va partir en asynclitisme et voilà et c'est le début du merdier. Évidemment, qui va être aggravé quand il est sorti par la position de couchage, c'est de lui expliquer la grande malléabilité du crâne dans ces 3 premiers mois, lui expliquer qu'il faudra faire une prise en charge globale parce que ce bébé, il s'est
comprimé complètement. C'est pas qu'une histoire de tête, c'est une histoire de c'est tout le corps qui a subi, la pression, que peut-être il y a une histoire de frein restrictif dans l'histoire, donc c'est vrai que c'est bien de savoir, d'apprendre à les repérer, les analyser et cetera et que parce que c'est ma vision des choses, c'est la vision de l'enseignement que l'on donne chez IJ. Le premier conseil qu'on donne aux mamans quand on traite les bébés, c'est le couchage latéral. C'est le décubitus latéral parce que si ce bébé, continue à passer, entre 12 et 18 heures par jour, allongé sur le dos avec sa tête qui va tourner, sur sa plagio, parce qu'évidemment cette plagio elle s'est formée parce qu'il avait une préférence rotatoire due à sa position intra-utérine. Il y a de fortes chances que c'est commencé comme ça et c'était à peine visible dans les 3, 4, 5 premiers jours et encore très discret peut-être le premier mois, mais passé le premier mois, ça commence à se voir. Donc si l'aggravation a été le contact prolongé sur la zone qui montrait un début d'aplatissement. D'autant plus impressionnant dans les plagios puisqu'on appuie sur l'occipitomastoïde et que ça augmente la déformation du crâne. Mais bon, les brachies peuvent être très, très impressionnantes, aussi et moins faciles à récupérer que les plagios parce qu'on a souvent des espèces de strains verticaux qui sont beaucoup moins fonctionnels et plus difficiles et il faut plus mouiller la chemise. Donc une chose est sûre, c'est que si vous n'arrivez pas à construire le lien de confiance avec cette maman, qui commençait avec le premier conseil, c'est-à-dire prendre le temps de l'écouter. Vu ce qu'on raconte aujourd'hui, vous le savez, les préconisations OMS sont le couchage sur le dos strict. C'est la guerre avec les pédiatres sur le sujet. Si vous n'avez pas mis en place ce lien de confiance, d'abord, elle va flipper, elle va dire: «Ouais, mais quand même, tous les médecins disent que», partout, toutes les émissions, partout, on dit: «Faut mettre le bébé sur le dos» et vous, vous allez tout à coup à l'encontre de tout ça. Qui êtes-vous pour aller à l'encontre de tout ça? Eh bah, vous êtes quelqu'un qui a créé le lien avec elle, qui lui montre que vous connaissez votre sujet, qui a des arguments, bon, celui de décharger la zone aplatie, elle le comprend très, très vite. Dire bien sûr qu'on pourrait rentrer dans des trucs hyper compliqués, ce qu'avait fait, l'ostéopathe, oui alors, le l'appui prolongé sur une partie du crâne, c'est le phénomène de piézoélectricité qui fait que l'électronégativité va attirer des ions calciques et va densifier la zone. OK, vous allez pas lui raconter ça, elle va rien comprendre. On s'en fout de ça. Elle est tout à fait capable. Ça suffit de lui dire, mais vous imaginez bien que c'est pas moi qui vais décabosser la tête de votre bébé, c'est sa croissance qui va récupérer sa symétrie, mais que s'il est tout le temps appuyé sur le même côté, il y a aucune chance qu'il rétablisse sa symétrie et non, ça n'est pas dangereux. Pourquoi? Parce qu'on va l'installer de façon sécure avec un cale-bébé. Alors elle, elle pense que c'est pour le protéger du passage à plat ventre. Que nenni! Moi, le cale-bébé, c'est pour qu'ils reviennent pas sur le dos. Parce qu'avec leur réflexe de Moro, déjà, bram, ils ont tendance à revenir sur le dos, mais ils ont leur côté rotatoire qu'il faut qu'ils vont tirer quelquefois pour retourner dans la position de confort et que je veux pas qu'il retourne dans sa position dite de confort, puisque je ne veux pas qu'il appuie sur sa plagio, donc i et quand vous commencez à parler de ça, vous verrez, il y a des mamans qui reviendront en disant: «Ben non, je l'ai pas fait, mon mari avait peur, puis elles ont eu le malheur d'en parler au pédiatre: «Mais vous êtes complètement dingue, ça va pas la tête». Si vous n'avez pas les arguments et il y en a des arguments, il y en a des arguments vrais. Pourquoi est-ce qu'on met, Alexandra m'a entendu le dire, pourquoi est-ce qu'en néonat, on met les grands prématurés sur le côté? Vous le savez? Parce que qu'est-ce qu'on redoute le plus chez un grand prématuré qui est né à 5 mois et demi, 6 mois? Ce qu'on redoute le plus, c'est la désaturation. D'accord? C'est-à-dire que son immaturité pulmonaire, plus la moyenne efficacité de son diaphragme fait qu'il vous fait des piquets plongées au niveau des taux d'oxygène dans son sang et c'est pour ça qu'ils sont souvent intubés et mis sous assistance respiratoire, pour les aider à tenir le coup et après on finit par les désintuber, ils retrouvent une respiration spontanée, mais pendant quelque temps, elle est fragile cette respiration, ils fatiguent facilement et donc, ça fait longtemps que les infirmières les puéricultrices de néonates savent que les bébés sur le côté désaturent beaucoup moins. Et pourquoi ils désaturent moins?
parce que le bébé reste dans sa position fœtale, donc avec les jambes et les bras pliés, donc une détente du psoas, une détente de la sangle abdominale, donc beaucoup moins de résistance du diaphragme contre cette masse viscérale. Donc plus dire, il est déjà pas très costaud chez ce tout petit, si en plus il est sur le dos avec les jambes tendues, ce qui met en tension les psoas, la sangle abdominale, il faut qu'il lutte contre ça avec son diaphragme et il fatigue beaucoup plus vite et il désature. Voilà. Et quand vous dites ça à un pédiatre, 9 fois sur 10, il ne le sait pas. Et vous croyez que parce qu'ils ont fait médecine, ils sont plus intelligents que vous? Alors ça, c'est un grand leurre. J'ai mis longtemps à réaliser qu'on peut avoir de sacrés crétins on coupera ça au montage, dans cette profession. Non, là où vous voyez, je m'anime et je passe en colère, c'est qu'ils n'ont pas pris le temps de se poser cette question-là et que si vous prenez les préconisations EMS, il y a quand même 18 pages de préconisations. Le seul endroit où ils parlent du décubitus latéral, ça fait grosso modo un petit paragraphe gros comme ça. Il y a 4 lignes qui disent: «Nous ne conseillons pas le décubitus latéral par peur du passage à plat ventre». OK, mais à aucun moment on va leur conseiller aux mamans de mettre les bébés à plat ventre. On le sait, l'étude de Calgary a montré que les chiffres de mort inattendue de nourrissons se sont effondrés depuis que, en tout cas, ont sérieusement baissé depuis qu'on met plus les bébés à plat ventre. Ce qui arrangeait bien, hein, parce que là, je peux vous assurer que sur le côté, il n'y avait pas ni brachie ni plagio. Mais voilà, on ne peut pas se permettre ce genre de choses, on ne peut pas se permettre de perdre des bébés. À la limite, vaut mieux qu'il ait le crâne déformé que qu'il dorme à plat ventre et qu'il fasse partie malheureusement de ce petit pourcentage de bébés qu'on perd et quand c'est le vôtre, c'est un de trop. Donc non, on ne préconise pas le coucher à plat ventre, mais le décubitus latéral n'est pas dangereux, surtout quand il est calé et il y a des cales bébés pour ça. Alors attention, quand je vous dis cale bébé, il faut montrer à la maman comment on fait. Parce que souvent, elles osent pas resserrer le truc suffisamment, ils tournent dedans. Voilà, on va jusqu'au bout de la démarche. On préconise, on montre, hein. Voilà. C'était l'exemple. Vous avez vu, je suis quelqu'un qui s'enflamme facilement, désolée. Mais justement, face à un conseil qui va aller à l'encontre de ce qu'elle a entendu, si vous n'avez pas son adhésion, si vous n'avez pas la complicité des parents, comme je dis dans le PowerPoint, c'est un travail en équipe. Vous ne récupérerez pas le crâne correctement, le crâne de cet enfant. Il va s'améliorer, la nature va vers l'amélioration. On sait que 42 des bébés ont des déformations crâniennes, mais il n'en restera que 3 avec une déformation sévère. Mais 3 je vous le dis, c'est comme la mort inattendue du nourrisson. Quand c'est le vôtre, c'est un de trop. Donc nous, on ne sait jamais cet enfant qu'on a en face de nous, est-ce qu'il fera partie de ceux qui vont récupérer spontanément ou de ceux qui, bon, qui récupèrent. Honnêtement, regardez le visage des adultes, regardez les asymétries de visage. C'est sûr qu'il n'y a plus la grosse déformation qui est en plus un peu cachée par les cheveux, mais on s'aperçoit qu'il y a des visages qui sont quand même très dissymétriques. Et plus tard, il faut penser orthodontie, ce ne sera pas dans l'axe, ça va pas bien, il n'y aura pas une occlusion correcte, etc. Ça, c'est pour les petites déformations. Après, les grosses et 3 vous savez, ce qu'on redoute le plus, c'est les déformations vertébrales. C'est d'aller vers les scolioses et ce genre de choses. Donc voilà, il faut se battre pour les bébés. Il faut se battre pour récupérer ces déformations et traiter tout le corps parce que c'est aussi une histoire de tension de la dure mère, de compression de tout le corps du bébé et pas qu'une histoire de suture occipitomastoïde, c'est plus complexe que ça. Mais quelle que soit l'efficacité de votre séance, si les parents ne vous suivent pas dans les préconisations qui vont être le portage plus, qui vont être le coucher latéral, etc., et pas le caler dans un transat la moitié de la journée. Mais il est tellement bien dans son petit transat qui balance. Oui, mais il est calé sur sa tête et il bouge pas. Rajoutez le petit coussin cœur et là, c'est la totale. Là, il est bien fixé dans la position. On a les bons objets de puéridictature qui vous fixent la déformation. Il faut lutter contre tout ça. Donc, voilà, si vous voulez qu'ils vous suivent, commencez par le premier conseil et instaurez ce lien avec elle. Le troisième conseil, eh ben, quelque part, vous l'avez déjà entendu, c'est une histoire d'attitude du thérapeute. Et je sais que c'est pas simple quand on est un jeune professionnel, d'avoir l'attitude qui va amener justement à cette adhésion, des parents, à cette confiance des parents. Heu, mais en résumé, ça vous demande une extrême clarté dans vos explications, simplifiez les choses, rendez-vous accessibles, mais qu'elles repartent avec voilà: «Quelqu'un m'a écouté, quelqu'un m'a expliqué» et je vous jure qu'ils adorent ça. Deuxièmement, oui, il faut développer une certaine forme d'assurance. Il faut leur montrer que vous savez de quoi vous parlez.
Et j'aime bien cette phrase que je vous ai mis en rouge, j'adore cette phrase, c'est: «Fake it until you make it». Faites semblant jusqu'au jour où vous n'aurez plus besoin de faire semblant. Au début, vous allez peut-être un peu mimer cette assurance, on va un petit peu c'est pas grave. De toute façon, quand vous aurez expliqué 10, 15 fois, 20 fois ça à une maman, vous connaîtrez le discours et il suffira voire préparez-le avant. On peut, voilà, savoir exactement quelles sont les phrases qu'on va dire, qui sont accessibles, qui sont compréhensibles, où elles vont sortir avec aisance, avec assurance, parce que vous connaîtrez votre sujet par cœur. Voilà. Et le troisième point que je vous mets dans ce PowerPoint, c'est j'ai pas trouvé le mot idéal, j'ai mis le mot détermination pour ne pas dire autorité. Je m'explique. C'est que quand une maman sent, non seulement vous lui avez expliqué clairement, vous avez une certaine assurance qui vous place dans la catégorie expert, vous connaissez votre sujet, mais surtout quand vous allez donner des conseils, vous allez avoir entre guillemets une forme d'autorité. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire: «Ce serait bien de le mettre sur le côté» ou «Ce serait» non, c'est vous allez le mettre sur le côté, vous allez faire comme ci, vous allez faire comme ça. Autorité, ça ne veut pas dire violence, agressivité, hein. Ça veut dire, tac, être ferme, carré, vous savez ce que vous faites et il faut que ça se sente, que vous savez ce que vous faites. Parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous allez lutter contre sa peur, les «qu'en dira-t-on», la belle-mère qui va lui dire: «Mais non, tu peux pas le porter toute la journée dans les bras, tu vas en faire un enfant gâté», ah mais non, le père qui va dire: «Ah bah non, le mets pas sur le côté, le pédiatre il dit que c'était dangereux». Il y a tout ça qui attend à la maison. Donc si vous, vous n'avez pas démarré avec quelque chose de l'ordre, c'est ça qu'il va falloir faire, hein. C'est pas gagné. Déjà, même en étant ferme, c'est pas gagné. Alors si vous êtes il y a rien de pire, dire vous avez soigné un bébé, vous savez au degré de déformation, mais même de son problème digestif, que vous allez le revoir, ne serait-ce que pour savoir comment les choses ont évolué. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Est-ce qu'il faut insister? Et cetera, et cetera. Il y a rien de pire que de dire à une maman: «Bah, écoutez, voilà, voyez comment les choses évoluent et puis éventuellement, vous revenez me voir». Non. Non, non, non. Si vous savez que vous devez revoir ce bébé, c'est de lui dire: «Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça et je revois votre bébé dans 3 semaines». Dire un médecin quand il vous suit, que vous avez un truc qui va être soigné sur du long cours, il est tout à fait capable de vous dire: «Je vous revois dans un mois pour voir comment le traitement a évolué. Est-ce qu'il faut réajuster les choses?» Il ne se pose pas de questions métaphysiques. Nous, ce qui nous pose une question métaphysique à ce moment-là, c'est qu'on manque d'assurance, on manque de légitimité, on a ce syndrome de l'imposture qui fait que oui, peut-être, je sais pas. Mais non, on n'a pas dit qu'on faisait des miracles en une seule séance. Il va falloir travailler et pas un mois après parce que c'est une course à la montre. En pédiatrie, ça peut être 15 jours après, 10 jours après. Un mois après, ça c'est pour les adultes sur du chronique ou de genre de choses. Mais là, c'est de dire voilà, voilà, vous allez mettre en place ça, 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 ça et ça, hein, tac, 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 tac. Je vous ai bien est-ce que vous avez des questions à me poser? Est-ce que ça a été clair pour vous? Est-ce que vous avez bien tout compris? Vous avez compris l'importance des choses? Oui. Alors voilà, vous allez mettre tout ça en place et moi je vous revois dans 15 jours et je fais la suite. On regarde, est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer? Et cetera, et cetera. Ce qui est important, c'est qu'elles sentent ce que j'aime bien l'expression en anglais: «You're in charge». C'est vous prenez en main ce bébé, vous êtes celui qui va suivre ce bébé et elle se sent accompagnée. Elle ne le vivra jamais comme un autoritarisme, elle le vivra comme quelqu'un vraiment s'intéresse à moi et à mon bébé et ne me lâchera pas, ne me laissera pas tomber en route. Là où vous pensez des fois être entre guillemets «pushy», vous n'êtes pas pushy, vous êtes accompagnant. Et je raconte souvent l'anecdote parce que j'ai été maman et là, quand vous êtes maman, quand vous avez un bébé, vous n'êtes plus ostéopathe, vous n'êtes plus professionnel de santé, vous êtes maman. C'est autre chose. Et je me souviens de mon premier bébé qui, évidemment, pour celles qui ont des enfants le savent, c'est toujours un dimanche après-midi à 16 heures qui vous pète un 39,8 ou un 42 fièvre. Ah bah non, sinon c'est pas drôle. C'est au moment où on pense qu'on va pouvoir joindre personne qui vous pète la grosse fièvre. Et évidemment, bah, je suis pas à l'aise. C'est pas un petit 38,5, c'est wow, 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 il est on dirait un truc nucléaire.
Et j'avais 2 médecins, je n'ai plus 2 médecins dans la vie de mes enfants, mais moi je suis très pro homéopathie, donc j'ai un médecin homéopathe qui m'a suivi pendant longtemps, qui a suivi après mes enfants, que j'adore, qui est devenu un ami, que je tutoie et cetera. Et j'avais eu un coup de cœur pour le pédiatre qui avait vu Stan à la maternité. Je le trouvais très, très chouette, très, voilà. J'étais toujours un petit peu partagée, sauf que celui de la mater, c'était vraiment l'allopathe de base. Très compétent, très intelligent, mais lui, c'était, vaccin, nani, nana, pas d'homéopathie, mais bon, j'aimais quand même beaucoup ses diagnostics et son approche. Et donc voilà, Stan me fait son 40 de fièvre. Mon réflexe est d'appeler d'abord mon ami médecin homéopathe, ne serait-ce que j'ai moins de scrupules de le déranger un dimanche à 16h. Et là, de me dire: «Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre? Qu'est-ce que tu peux me donner comme autre symptôme?» Vous savez, en homéo, ils ont besoin de tous les symptômes et cetera. Je lui dis: «Bah, écoute, non, il a rien d'autre, il a pas le nez qui coule, il tousse pas, il se frotte pas l'oreille, il a pas la diarrhée, il a pas les fesses rouges», je sais pas quoi te dire, hein. Et là, il me dit: «Ouais, là, tu me donnes pas grand-chose, hein, qu'est-ce que je peux te dire là?» Je sais pas quoi te dire, hein. Oh là 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 là, le truc qu'il faut pas dire à une maman. Mais alors vraiment le truc, je vous interdis de dire ça. Je me suis fâchée pendant plusieurs mois à cause de ça avec lui, tellement ça m'a énervée. Bon OK, j'ai pas un très bon caractère certes, hein. Je raccroche avec lui et j'appelle l'autre dont j'avais le numéro de portable parce qu'il le donnait et ça c'est chouette quand les pédiatres donnent leur numéro de portable aux patients et là, voilà, c'était vraiment la démonstration de, ce qu'il faut faire face à des mamans. C'est que je tombe face à quelqu'un qui n'a rien fait d'extraordinaire, mais c'est pas genre, «Qu'est-ce que tu peux me dire?» Il m'a posé des questions. Bon, OK, il a tant de fièvre. Est-ce que, il a le nez qui coule? Est-ce qu'il tousse? Est-ce qu'il a les fesses rouges? Est-ce qu'il est pâle? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Donc vous voyez, tac, 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 tac. Je fais: «Non, il a pas ça, il a» OK, bon, je pense que c'est une bonne attaque virale. Pour l'instant, il y a pas de symptômes. À un moment ou un autre, ça pourra soit ça va passer comme ça, soit ça va ressortir sous forme de boutons. Des fois, il y a la fièvre, puis après, quand c'est une varicelle, par exemple, après, il y a les boutons et cetera. Mais de toute façon, là, l'important, c'est de faire baisser sa fièvre. Donc, vous allez lui donner une dose d'Advil, parce que j'avais un pédiatre qui était pro Advil, ibuprofène, mais qui aimait pas du tout le Doliprane. Et vous me rappelez dans 2 heures. Voilà. Point barre. Il m'a pas donné de traitement miraculeux, mais il était in charge. C'était clac, clac, clac. Il m'écoutait, il me prenait au sérieux. Je sentais quelqu'un qui était focus, qui était: «OK, je prends les trucs en main et vous me rappelez dans 2 heures». J'étais entourée, j'étais accompagnée. Évidemment, j'ai oublié de l'appeler 2 heures après parce que ça n'allait mieux et c'est lui qui m'a rappelé, heu, 2 heures après pour dire: «Vous deviez pas me rappeler pour me donner des nouvelles de Sam?» J'ai dit: «Ah pardon, comme il allait mieux». «Bon, bah, je suis ravie de l'apprendre, mais voilà, tenez-moi au courant si les choses, ont l'air de repartir», simple, mais c'était la révélation, ça faisait partie des choses où je me suis dit: «Mais oui, bien sûr, une maman avec un bébé, vous devez d'être capitaine de navire». Elles ont besoin d'entendre que vous êtes capitaine de navire, même si dans votre fort intérieur, c'est pas encore le cas parce que vous n'avez pas encore développé cette assurance. Fake it until you make it. C'est super important. Voilà ce que je voulais vous raconter sur parce que si vous développez ce genre de choses, cette maman vous suivra jusqu'au bout du monde. Moi, je vois des enfants aujourd'hui qui ne sont plus des enfants, font leurs études supérieures, que j'ai connus bébés, parce que les parents vous font confiance à vie, à vie. Ils sont partis des fois loin, machin, là. J'étais à Montpellier, mais je suis revenue sur Paris et c'est vous que je viens voir. Ou j'avais déménagé à l'autre côté de Paris, je suis allée voir d'autres ostéopathes, mais c'était pas comme vous. C'était pas pareil, heu, vous allez les fidéliser. C'est vous qui et en plus avec ce côté extrêmement
j'ai envie de dire émotionnel de vous avez vu leur bébé arriver au monde, vous avez été le premier à vous occuper de ce bébé. Je peux vous assurer qu'ils vous envoient des fois des photos pour leur 5e anniversaire, leur 10e anniversaire, etc. Et moi, j'avais un mur de photos au cabinet de tous les faire-part, les photos des bébés. Ce qui était très pratique parce que je montrais aux mamans des fois certaines choses. Vous voyez là, ce bébé, il a ça et ça et ça. Puis celui-là, ouais, il est comme le vôtre et machin, etc. C'est pas idiot du tout. C'était pas que de la déco. Ça servait d'information. Et en plus, je l'ai pas refait dans mon nouveau cabinet et je pense que je vais le refaire. C'est psychologique quand les parents rentrent, et ils ne le voyaient pas tout de suite parce qu'ils rentraient comme ça, on voyait ma table, mon bureau, et sur le côté complètement à gauche, il y avait le mur de photos. Donc, il fallait vraiment qu'ils rentrent et qu'ils se retournent pour voir les photos. Mais quand ils le voyaient, je voyais dans leurs yeux, il y avait écrit, ah ben, ah ouais, en effet, ça doit vraiment être sa spécialité vu le nombre de photos qu'elle a. Vous voyez, mine de rien, c'est toujours cette idée de rassurer le parent, que vous êtes un expert et que voilà, s'il y a toutes ces photos, c'est que les gens vous ont envoyé des faire-part et vous ont fait confiance et ça vient valider encore plus l'idée qu'ils sont au bon endroit. Voilà ce que je voulais vous raconter. Et si vous voulez, bien évidemment, apprendre cette façon de voir les choses qui est très pratico-pratique, très concrète, voilà, bah, écoutez, moi, je vous propose de venir en formation chez IJ. C'est quand même un peu, Alexandra peut, j'espère, en témoigner, sauf si elle veut me couler maintenant. Et que voilà, toute la formation pédiatrique qu'on propose, qu'on co-anime avec Charlotte, et vraiment justement dans ce concret, dans donner des tips aux parents, etc. Bien évidemment de l'ostéopathie et surtout ce dont on est. Donc du coup, je vous parle de cette. Parce qu'on a fait une nouvelle formule, je ne sais pas, Alexandra, tu n'as pas connu cette nouvelle formule de Pédia 1 +. Euh, Non, 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 pas du tout. J'ai juste fait celle les 3 jours où on était au centre. D'accord. Ben écoute, voilà, donc toi, tu vas comprendre d'autant mieux. Moi, je me suis aperçue avec le temps que cette formation à 3 jours était extrêmement dense, qu'il y avait énormément, énormément d'informations et que quand je vous revoyais quelquefois au cabinet, parce que les gens viennent des fois travailler dans mon association, je m'apercevais qu'il y avait énormément de déperditions parce que trop d'informations tue l'information. Entre toutes les infos qu'on vous donne, plus la pratique, plus ce qui est la marque de fabrique d'Igi, de soigner des bébés le dernier jour, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment trop de déperditions. Donc, on a décidé avec Charlotte une autre formule, c'est-à-dire, et qui se fait de plus en plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça représente l'équivalent de 5 jours de formation, dont 2 en total e-learning. C'est-à-dire que j'ai filmé une formation au mois de mars, donc celle que Alexandra a connue, où j'ai gardé toute la théorie que vous pouvez écouter tranquillement chez vous, dans votre canapé, à votre rythme, pour bien entendre tous les motifs de consultation, tous les machins. Et les 3 jours que l'on fait en présentiel au cabinet sont beaucoup plus axés sur la pratique. On prend plus de temps de palper tous les crânes, on passe sur vous, on a le temps de passer sur tout, vous n'avez pas le temps de changer de binôme pour voir les différences. On arrête, surtout, on arrête de terminer à 19h30 ou 20h, on terminait à des heures pas possibles, on était morts, pas seulement nous formateurs, mais vous aussi, parce qu'on vous farcissait le crâne. Donc, on termine à des heures beaucoup plus raisonnables et c'est mieux pour imprimer les choses. Donc, voilà, on est très fiers de cette nouvelle mouture où vous avez plus de temps pour intégrer les choses et où il y a plus de pratique. De la révision aussi, le premier matin, on révise sous forme de quiz un peu rigolo. On fait un jeu pour savoir qui a le nombre de meilleures réponses. On vous pose des questions sur votre e-learning pour voir si vous avez bien tout, ce qui permet de réviser, de jouer un peu ensemble. Voilà. Celles qui me connaissent savent que je suis devenue pas allergique, mais presque à tout ce qui ressemble trop à l'école, à nos études et qu'il faut y mettre un petit peu de peps. D'ailleurs, si Alexandra vient, elle sait que souvent on danse en début d'après-midi pour remonter les niveaux après déjeuner parce que sinon on coule. Donc il faut se bouger. Donc voilà, c'est cette nouvelle mouture dont on est très fiers. Vous dire que, donc ça je vous l'ai déjà dit, c'est à Suresnes dans le 92, donc moi je suis en région parisienne. Donc l'avantage, c'est en effet d'avoir plus de contenu, plus de. Du coup, pourquoi on l'a appelé plus? Parce qu'il y a
comme c'est sur 5 jours, vous avez plus de contenu, plus de connaissances, voilà, on a pu charger la mule cette fois-ci sans vous faire terminer à 20:00. Bah, plus de confort parce qu'en effet, cette théorie, vous pouvez l'écouter tranquillement chez vous à votre rythme. Ça peut être un petit peu tous les soirs, ça peut être le week-end et cetera pour que, ça rentre bien. Vous pouvez revenir sur des vidéos, vous pouvez revenir en arrière si vous n'avez pas compris, si j'ai été vite, parce que vous avez vu, je parle vite. Voilà, le temps de réécouter et cetera. Ça a été filmé en haute définition, en pro, c'est pas moi derrière un écran comme ça. On a fait venir une équipe de tournage avec 2 caméramans, un qui filmait de loin, un de près, les techniques et cetera. Bon là, vous avez pas de technique parce que vous allez venir les faire en présentiel. Donc c'est surtout de la théorie, mais voilà, avec un micro qui fait que vous m'entendrez bien et que c'est pas, un truc, voilà, c'est pas un téléphone, c'est pas fait avec un iPhone, c'est fait avec une très belle image en HD, voilà. Donc comme je vous dis, plus de temps en présentiel, le plus de temps pour pratiquer, pour revenir sur les points importants, plus de pratique entre vous, mais aussi avec, les bébés, plus de temps de vous s'occuper de vous. On est 2 formatrices, voilà. Plus de réalité parce que je vous dis, le dernier jour, on reçoit des bébés, donc c'est bien beau de discuter, de palabrer, mais il faut toucher à un moment et il faut toucher des bébés. La pratique entre apprenants, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut absolument que ce que on vous a appris, vous le mettiez, vraiment avec les bébés pour que vous ressentiez la difficulté. C'est voilà, la prise de mesure crânienne, c'est facile, hein, sur un poupon en plastique, hein, ça bouge pas, hein, d'accord? Mais quand vous êtes face à ce bébé qui a décidé que non, voilà, de vous montrer que, hop, attention, il va falloir, hop, le bloquer, prendre les mesures. Là, on est dans le concret et il faut absolument le mettre en place et ça, on est très fiers, voilà, je frime, là, j'ai le droit de frimer, c'est qu'on a été les premiers à mettre ça en place et pourquoi? Et ben, grâce, là aussi, à la Maison des maternelles parce que j'ai créé une association, là, je vous montre Charlotte pour celles qui ne la connaissent pas parce qu'on vous montre, on soigne 2 voire des fois 3 bébés pour quand même vous montrer notre façon de travailler, pas vous larguer comme ça avec les bébés et après c'est vous qui traitez les bébés. C'est le dernier jour, on ne fait que ça, plus débriefer l'après-midi parce qu'il faut que ça rentre, voilà, de vous poser des questions, de vous challenger. Est-ce que tu as pas oublié de faire ça? Est-ce que tu lui as montré comment on masse le ventre? Est-ce que tu as voilà, pour que ça soit un peu dynamique et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bien évidemment, voilà, bah, je vous disais grâce à la Maison des maternelles, voilà, moi j'ai créé une association en 2016 parce que, voilà, j'avais envie de contribuer déjà, ça fait partie des choses, bien, je trouve, dans la vie. Moi je cache pas, hein, ce qui me met très à l'aise avec les mamans qui viennent à l'association. Moi je viens d'un milieu, c'est marrant parce que vous voyez pas, je vais vous montrer 2 secondes, mais j'habite ah ben non, j'ai flouté l'arrière, c'est con, hein. Ah! Mais voilà, j'habite au 44e étage d'une tour à La Défense et j'ai en face de moi, au moment où je vous parle, j'ai en face de moi, parce que j'ai une vue ouest sur Nanterre et c'est l'endroit où j'ai grandi. Donc au moment où je vous parle, je vois exactement où j'ai grandi et voilà, moi j'ai grandi dans un milieu très modeste et où j'aurais vraiment aimé que ma mère connaisse l'ostéopathie quand elle nous a eus, parce qu'elle a beaucoup souffert de son dos, de problèmes gynéco et cetera. Donc c'est quelque chose que je voulais mettre en place, qui était de donner accès à l'ostéopathie aux femmes et aux enfants qui en ont pas les moyens et coup double, de vous permettre à vous, puisque c'est vous les bénévoles qui les soignez, de vous entraîner, de vous perfectionner encore et encore et encore parce que notre métier, c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Et les bébés, et ben, quand vous sortez de l'école, soit vous avez eu la chance d'aller en stage en maternité, mais là, vous n'avez vu que des bébés qui ont moins d'une semaine et c'est particulier les bébés de moins d'une semaine, le toucher tissulaire. Soit vous avez eu des bébés dans les cliniques ostéo de vos écoles, mais très souvent qui sont beaucoup plus grands et vous avez déjà quand vous avez eu la chance d'en voir, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent de l'école qui disent: «Ils n'ont pas touché un bébé ou un en 2 ans de pratique dans les cliniques ostéo». Donc on vous lancez dans un truc, vous n'avez pas touché un bébé et quand il y avait des bébés, moi je vois à l'idéo, ils reçoivent des bébés de plus de 6 mois parce qu'ils veulent respecter les certificats non donc c'est une gageure, c'est une gageure. Vous lancez sur la route sans permis de conduire, hein. C'est, c'est casse-gueule et bon, moi je veux dire, vous, c'est casse-gueule pour vous, mais c'est surtout casse-gueule pour ce bébé.
Parce que je veux pas être trop dure parce que je trouve qu'il y a des ostéos qui sont vraiment trop méchants là-dessus. Si vous avez entre guillemets, vous n'êtes pas encore complètement compétent avec un adulte, c'est dommage pour lui, mais ça c'est pas très grave. Au pire du pire, il ira voir un autre ostéopathe si vous n'avez pas obtenu les résultats. Le problème avec un bébé, c'est qu'on perd du temps et que le bébé avec qui on n'a pas été efficace, une séance, 2 séances, ça y est, il est arrivé vers les 5-6 mois, si déjà il est arrivé à 3 mois ou 4 mois et on a perdu un temps de dingue parce qu'on ne savait pas faire. Donc s'il vous plaît, formez-vous, que ça soit avec moi ou quelqu'un d'autre, formez-vous, formez-vous, surtout si vous n'avez pas eu la chance de traiter des bébés. Il faut que vous sentiez cette densité crânienne, il faut sentir ce bébé qui a des fois pas du tout l'intention de se laisser faire, donc affronter les pleurs d'un bébé qui se met en colère parce que certaines d'entre vous émotionnellement réagissent fort et c'est comme ça, il faut s'habituer à ce qu'un bébé pleure, parce qu'on vous fait croire dans des formations que non, il ne faut pas faire pleurer un bébé. Eh ben, j'aimerais bien voir ça parce qu'il y a des bébés, le simple fait de les poser sur la table, ils pleurent, vous les avez même pas touchés. Donc j'aimerais bien savoir comment ils font pour les traiter. Ils les font revenir le lendemain, le surlendemain, je sais pas. Là, il y a un truc qui m'échappe. Donc voilà, grâce à la notoriété que j'ai acquise avec la maison des maternelles, bah, les mamans me font confiance et elles viennent à l'association. Je ne reçois que des mamans et des bébés. On ne prend pas le sportif avec son genou déglingué. Donc, si vous avez besoin, ce n'est pas une obligation, si vous avez besoin, si vous êtes en région parisienne, vous pouvez venir autant de fois que vous voulez à l'association. C'est une espèce de post-stage. Alors, ce n'est pas gratuit parce que c'est faut adhérer à l'association et c'est affreusement cher, c'est 20 € par an pour venir à l'association. Donc voilà. Mais ça vous permet de vous entraîner sous ma supervision, parce que je suis toujours là. Alors, je ne suis pas avec vous dans les consultations, parce que je pense qu'on a besoin, je vous fais travailler en binôme, qu'on vous lâche les baskets à ce moment-là, parce que vous n'êtes pas très à l'aise. Mais je viens quand vous voulez. Des fois, je débarque, vous me demandez, tiens, est-ce que tu peux vérifier les mesures? Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est les jours d'association, je suis toujours là. Si ce n'est pas moi parce que je suis en formation, c'est Chaska, vous n'êtes pratiquement jamais seul dans la consulte, mais on est là pour débriefer après, pour échanger. Alors, on est très fiers de ce système qui vous permet après d'appliquer les choses et vous avez un accès illimité. Vous pouvez venir une demi-journée, comme vous pouvez venir une journée, comme vous pouvez venir pendant 10 ans, ce qui me semblerait. Généralement, quand on vient pendant longtemps, c'est qu'on a envie de contribuer et de soigner des mamans voilà, c'est un geste généreux vis-à-vis d'elles. Et à l'association, on ne prend que des gens qui sont CMU, qui sont AME, etc. etc. D'ailleurs, je prépare une grosse collaboration avec la Maison des femmes à Saint-Denis, mais c'est en cours de tractation, donc j'en dirai pas plus loin, mais ça, ce serait génial de rentrer dans ce système. Donc voilà, une petite image de l'association. Voilà, donc venir faire les stages chez IJ, c'est tout ça en même temps. C'est la possibilité de venir vous entraîner. Mais, ah bah tiens, j'avais m'étais dit, je vous montre l'association, comme quoi c'est pas du fake. Voilà, une petite pour ceux qui voient l'écran. Et après, on alterne droite-gauche. Bien aimé, exactement. Voilà, on est très. C'est un petit. J'adore faire des petits films pendant les formations. Donc, j'avais fait ce petit montage rapide. Vous êtes toujours là? Je ne vous vois plus bouger. Ça a tout figé. Non, c'est parce que vous êtes concentrés. Oh, j'ai cru que l'image était figée. Donc voilà, l'association, c'est dans le centre IGI, là où on fait la formation. Vous travaillez dans une pièce de travail normale avec du matériel, pas dans un hall de gare. Donc les mamans sont aussi très, très contentes d'être soignées dans des conditions bah, comme les autres, en fait, comme les autres. Non, c'est pas ça, je voulais passer. Voilà. L'autre avantage des formations IJ, c'est que si vous le voulez, toujours si vous le voulez, il n'y a rien d'obligatoire après, hein. Vous pouvez faire partie de l'annuaire d'IJ ou quand voilà, on recherche quelqu'un, parce que je commence quand même à être un peu connue, donc les mamans, quand elles me disent, vous n'avez pas quelqu'un à Brest ou machin, je dis, écoutez, allez voir l'annuaire sur le site IJ for You,
vous trouverez sûrement quelqu'un à côté de chez vous qui a été formé chez nous, que ça soit en pédiatrie ou en gynéco. Je vous propose aussi, si vous acceptez, de faire partie d'un groupe WhatsApp que j'appelle News, où vous pouvez échanger les unes avec les autres, toutes celles qui sont venues faire des stages. Parce que s'il y a bien quel alors moi, j'ai eu la chance de travailler avec des collègues dès le début, donc je ne me sentais pas trop isolée. Mais je sais que certaines d'entre vous se sentent des fois un peu seules dans leur cabinet, ne perdent petit à petit le contact. Et là, ça vous permet de rester en réseau avec d'autres ostéopathes et de vous échanger des informations. Que ça soit des informations sur des séances où vous avez pu rencontrer un problème, genre: «Tiens, j'ai reçu tel bébé, il s'est passé ça, qu'est-ce que vous en pensez?» Voilà, celles qui sont plus aguerries ou plus anciennes que vous répondent, ou ça peut être moi, Charlotte, Chaska, voilà, de vous aider. Mais c'est aussi beaucoup d'échanges d'informations, genre: «Vous auriez pas une orthophoniste dans le 94? C'est ce que j'ai besoin pour un problème d'oralité chez un bébé». Pas de problème. Vous auriez, quelqu'un qui fait de la gynéco, à Brest, parce que, sa sœur est là-bas et a besoin de quelqu'un, et vous échangez là-dessus dans tous les sens. J'aime bien l'idée de la famille J. J'avoue que j'aime bien cette idée de faire partie d'un groupe. Donc voilà, de vous faire un petit cadeau quand même, puisque vous m'avez écouté jusqu'au bout, et je vais vous laisser peut-être aller après, bosser ou déjeuner. Voilà, parce que vous avez écouté le webinaire. Si, vous vous inscrivez, avant ce soir, et ben, vous avez un cadeau, un petit cadeau, c'est pas voilà, mais quand même un cadeau. Je vous offre un kit de démarrage en pédiatrie, c'est-à-dire ce que j'estime être un kit minimum de démarrage, c'est-à-dire un cale-bébé, de la marque Babyskull parce que c'est ma préférée. Le craniomètre digital de chez Babyskull aussi, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus précis pour les mesures, et un petit cadeau surprise. Et par définition, puisque ça s'appelle cadeau surprise, ben je vous dis pas ce que c'est, parce que c'est plus un cadeau surprise sinon. Donc voilà, si vous vous inscrivez avant ce soir, vous avez ça. Et bah, je vous montre, voilà, le cale-bébé Babyskull, le craniomètre, Babyskull. Et en plus, je vous offre mon livre, bah, d'abord parce que j'en suis très fière, et puis, deuxièmement parce que vraiment ça me tient à cœur de vous montrer à quel point prendre pour moi la première séance d'ostéopathie d'un bébé, c'est de traiter sa mère pendant la grossesse. Et donc peut-être espérer qu'à travers ce livre, un jour, vous vous dites: «Ah, c'est quand même pas mal de savoir faire ça», et peut-être un jour venir vous former en gynéco. En tout cas, que vous sachiez, ce qu'on peut faire en ostéopathie gynéco, en technique intrapelvienne, même si vous ne le faites pas, que vous soyez au courant de ce qui peut se faire, quitte à adresser à des collègues qui, eux, le font. On est libre, moi je ne pousse personne à faire quoi que ce soit. C'est pas tout à fait fini, j'ai encore des jolies petites surprises à vous montrer. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que chez IJ, on a un système de parrainage en place. C'est-à-dire que si vous parrainez 3 personnes, c'est-à-dire que si vous avez, convaincu, on se sert de vous comme commercial, vous avez convaincu, non, généralement, c'est surtout quand on a fait un stage avec nous, si ça vous a plu, parce qu'on ne vous demande pas de nous croire sur parole, il faut venir faire un stage. Mais après, si ça vous a plu, et si vous en avez parlé à 3 personnes qui viennent s'inscrire sur une formation, on vous offre votre formation. Donc soit vous l'avez déjà faite et on vous rembourse votre formation, soit vous avez envie d'en faire une autre parce que celle-là, par exemple, a été prise, tout ça, c'est pris en charge par le FIFPL, hein. Je ne l'ai pas dit, mais c'est voilà, c'est une évidence, hein, on est Calliope. Soit voilà, vous avez fait vous avez déjà mangé votre enveloppe, mais l'année d'après, vous avez envie de faire une autre formation. Les formations gynéco ne sont pas prises en charge FIFPL. On a une formation maternité où on vous apprend tout ce qu'on peut faire avec une femme enceinte en postpartum sans technique intrapelvienne. Il y en a une là qui arrive le 8 novembre. Mais sinon, ce qu'on appelle si vous allez sur le site ig4u.com, gynéco 1, gynéco 2, c'est des techniques intrapelviennes sur l'infertilité, l'endométriose, la femme enceinte, les douleurs, donc voilà, il suffit de m'envoyer un mail, vous le voyez à l'écran, contact@catherineribus.com, me dire: «Voilà, bah, j'ai parrainé un tel, un tel, un tel, qui fait tel stage». Comme ça, nous, on vérifie l'inscription, et selon ce que vous décidez, puisqu'on peut se parler par mail, soit je vous rembourse une formation, soit je vous en offre une autre. C'est vous qui choisissez, c'est notre façon à nous. Il y a rien de mieux que le bouche à oreille. J'en discutais hier avec une prof de l'idéo qui est venue en stage, et où elle me disait: «Voilà, maintenant que j'ai fait 2 formations avec vous, je sais comment vous travaillez. Maintenant, je me sens libre d'en parler aux étudiants de l'école parce que je sais ce que vous êtes capable de faire». Elle connaissait pas encore,
Charlotte. Donc on est très fiers de ce système de parrainage, là où d'autres proposent, 10 de réduction, 15. Voilà, c'est un peu, qu'est-ce qu'on a à foutre de 10? Là, le plus intéressant, c'est de vous donner les moyens de venir en stage parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux que de vous former, vous former, vous former? Il y a voilà, la chose sur laquelle il faut que vous investissiez, c'est vous-même, de vous former encore et encore et encore pour devenir des tops. Donc voilà, de vous permettre d'aller plus loin dans vos formations alors qu'on sait qu'économiquement, c'est compliqué. Voilà, on est très fiers de vous dire que nous, c'est toujours nos stages, c'est 20 personnes maximum. C'est nous qui avons construit nos locaux, donc on a fait une salle de cours de toute façon qui ne peut pas recevoir plus de gens. On a toujours voulu que ça soit des groupes accessibles. Vous avez 2 formatrices avec vous. Vous avez la pratique live, vous avez l'inscription sur l'annuaire. Voilà, tout ça, c'est des bonus quand vous venez en formation. Vous entrez dans le groupe d'échange WhatsApp. Vous venez pratiquer à l'association autant de fois que vous voulez. Voilà, tout ça, c'est le plus de nos formations. Tiens, une petite, ah oui, je sais ce que c'est ça. J'étais très fière, La grande force des formations IJ est de pratiquer avec de vrais patients ici et ça a répondu direct au crâne. ça vous montre la qualité Je du pense prix. que c'est pas commun d'avoir des nourrissons sur lesquels on peut pratiquer en formation. Généralement, je pense que c'est des poupons. Et donc là, on a une vraie opportunité de pouvoir faire ça aujourd'hui à IJ. On va avoir le troisième message. Oui, le passage bien, bien, bien. Par contre, prenez le temps de lui dire bonjour et dire écoutez, comment tu vas? Alors, vous allez progresser en 3 jours. Vous avez dit qu'on bougeait. Mais vous de tout. De pouvoir le faire sur de vrais petits individus qui viennent de naître, c'est quand même formidable. J'adore ce petit teaser. Je me le suis déjà passé en boucle plusieurs fois. Non, ça suffit quand même. Voilà. Donc, et je terminerai en vous donnant quand même le prix de cette formation. Voilà, globalement, si on devait ramener la valeur de cette formation chez IJ, toutes les formations ont toujours été à 260 € la journée. Donc, si on compte 5 jours, ça ferait 1 300 €. Si on rajoute le calbébé et ça, si on rajoute le craniomètre, si on rajoute mon livre, ça donnerait une valeur totale de 1 420 €, mais ce n'est pas du tout ce qu'on va vous demander. Le prix qu'on vous propose, que vous pouvez aller vérifier sur wijforyou.com, c'est 990 € agréé FIFPL. Alors, c'est 990 € pour tout le monde. Vous, si vous vous inscrivez avant ce soir, vous avez en plus que n'ont pas les autres, le calbébé, le craniomètre, le livre, etc. Ça, c'est cadeau spécial webinaire parce que vous m'avez supporté. Une dernière information et je vous promets, je vous laisse. Ça, c'est le QR code si jamais vous voulez, clac, hein, mais je vous renverrai tout ça par mail. C'est que si pour des raisons géographiques, des raisons familiales, ou parce que financièrement c'est compliqué de voilà, la formation de 3 jours elle coûtait 780 €. Voilà, mais si vous voulez, elle existe en 100% e-learning. Alors ça ne peut pas, il n'y aura pas la pratique, etc. Mais voilà, si pour des raisons familiales, moi j'ai vu des stagiaires dire ouais, mais moi j'ai un bébé de 7 mois, je ne peux pas me déplacer, ou alors financièrement c'est trop compliqué de lâcher mon cabinet pendant 3 jours. Et le transport selon si on est loin, l'hébergement, on est en région parisienne, etc. Voilà, on sait que c'est un coût, donc vous pouvez le faire en 100% e-learning pour un prix de 787 €. Voilà, je crois que... ah oui, pourquoi je vous mets 487? C'est que si un jour vous avez fait que du e-learning, mais qu'un jour vous vous dites...
j'ai le temps maintenant, ça va mieux financièrement, mon bébé a grandi, j'aimerais vraiment bien, venir pratiquer, eh bien, il suffit de nous donner le complément et vous pouvez venir faire les 3 jours en présentiel, même si c'est 6 mois après, 8 mois après, parce que la situation a changé. Vous êtes toujours les bienvenus sur les 3 jours en présentiel. Voilà, qu'est-ce que et ça vous coûtera que 497 € pour venir faire ces 3 jours supplémentaires puisque vous m'aurez déjà réglé 587 €. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ça, c'est le QR code pour le 100 e-learning, qui représente un paquet d'heures, parce que là, vous avez la pratique aussi en vidéo. Vous n'avez pas que la théorie, vous avez toute la formation qui a été filmée. Vous allez sur lesformations, ig4u.com, mais bon, ig4u.com, les formations, vous avez tout ce qu'il faut pour vous inscrire. Voilà, j'espère que j'ai été claire et Betty, je ne sais plus sur quel stage, je te vois là En bientôt novembre, moi je viens faire novembre. pour la fin novembre pour la pédia. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai déjà fait une autre formation de pédia, mais en fait, alors, c'est peut-être un peu prétentieux ce que je veux dire, mais les discours ne me convenaient pas trop. J'aimais pas. C'était assez individualiste, les ostéopathes les meilleurs du monde et pas trop en pluridisciplinaire. Et moi, ça me convenait pas. Et donc, j'ai entendu parler de la formation IJ en me disant que c'était hyper bienveillant et tout. Donc, je me suis dit, allez, on repart. On en refait une. Ah bah, ça c'est vraiment un super beau compliment alors qu'on nous a fait. J'ose espérer que oui, en effet, on est plutôt bienveillant, on n'est pas là pour casser du sucre et chacun a une façon de travailler. Mais le fait est que j'ai déjà eu des échos de stages où c'était pas toujours très bienveillant, c'était même un peu dictatorial et bon voilà, nous on part du principe que vous êtes quand même des bon d'abord on est des êtres humains je pense bien avec Charlotte, on est des gens bien et puis ensuite voilà, vous êtes des professionnels de santé, vous êtes pas des gamins. J'ai déjà jamais supporté à l'école qu'on nous parle comme si on était des demeurés, surtout que j'ai fait en temps partiel et que j'avais déjà, 26 ou 27 ans. Je me sentais pas j'étais déjà infirmière, je bossais en réanimation. Des fois, j'avais envie de dire à mon prof: «Tu sais que si tu fais un arrêt cardiaque maintenant, c'est moi qui vais te sauver, alors arrête de me parler comme ça». C'est donc voilà, je n'aimais pas cette condescendance et cette, quelquefois une certaine, ouais, oui, je prends pas pour de la merde. Donc on a la réputation d'être plutôt cool, en tout cas, voilà, d'être plutôt cool, en formation, avec Charlotte et de pas se prendre pour des dieux. Mais par contre, bon voilà, on est des passionnés. C'est, voilà, on vous pousse, pour que vous, montiez, que vous vous appropriez tout ça et que vous deveniez, des super bons, professionnels, hein. Et juste une Voilà. dernière question, le petit kit de démarrage, là, on peut le trouver où, du coup? Parce que moi, je suis déjà inscrite. Eh ben, comme tu es venu, je vais te l'apporter quand tu vas venir en formation. Ouais. Évidemment, je vous le donne quand vous venez en formation. Sinon, je suis obligée de faire des colis. C'est un petit peu chiant de faire des colis, j'ai autre chose à faire. Non, non, mais oui, oui, carrément, il n'y a pas de souci. Donc non, Ça non, marche. tu l'auras en venant à la formation. Bon, Bah, trop chouette. écoute, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Et ben, comme Betty, ouais, j'ai fait des formations où l'approche m'allait pas forcément. Là, ça va être un peu compliqué pour l'année avec ce que j'ai prévu, mais moi, je suis très intéressée plutôt pour l'année prochaine. Donc voilà. Écoute, de toute façon, Mhm. tu peux t'inscrire pour tu vas sur le site, tu vas voir les autres dates qui vont arriver, au printemps et plus loin. Mhm. En tout cas, jusqu'à l'été prochain, les dates sont fixées. Ouais. Donc, si voilà, si tu veux profiter de tout ça, de ces petits cadeaux, n'hésite pas, à t'inscrire rapidement parce que voilà, après, ce qui te laissera le temps d'ailleurs éventuellement de trouver, 3 autres personnes, ce qui te fera économiser toute ta formation si tu trouves 3 personnes qui viennent avec toi. Ouais, il suffit d'en parler à ses potes, hein, c'est pas très compliqué. Non, non, mais j'en connais qui sont intéressés aussi par votre formation, donc de toute façon, c'est au programme de l'année prochaine, donc voilà. Eh ben génial, donc comme ça je vous vois débarquer, en force. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Betty, on se voit bientôt, je suis ravie. Maëlys, bientôt. Si tu viens en formation chez nous, je serai ravie, hein. Merci beaucoup de votre attention
et à bientôt. Bonne journée. Bonne Bonne journée. journée, à bientôt. Au revoir.